Le stylo glisse des doigts de mon frère et tombe sur le plancher de bois franc avec un petit bruit sec, le seul son dans cette immense bibliothèque. Personne ne bouge pour le ramasser. Ma mère, Béatrice, me fixe de l'autre côté de la grande table en acajou. Ses yeux qui m'ont jugé toute ma vie sont maintenant vides, brisés. Son visage, toujours si parfaitement composé, est un masque de confusion et de rage impuissante. À côté d'elle, ma sœur pleure en silence, ses larmes traçant des sillons sur son maquillage dispendieux. Ils regardent tous le document que j'ai posé devant eux. Un simple avis d'expulsion, pour leur propre maison, avec ma signature en bas. Le silence est lourd, suffocant, rempli de toutes les paroles cruelles qu'ils m'ont lancées entre ces murs. Finalement, la voix de ma mère tremble, à peine un murmure. « Pourquoi, Éléonore? Comment as-tu pu… » Avant que je te raconte ce qui s'est vraiment passé à ce moment précis où leur monde s'est effondré et que le mien commençait, commande de quelle ville tu écoutes cette histoire et abonne-toi à la chaîne, ça aide vraiment. Maintenant, laisse-moi retourner au tout début. Tout a commencé dans cette même pièce, quelques mois plus tôt. La bibliothèque du domaine Charbonneau. L'air était épais, presque difficile à respirer. Ça sentait le vieux cuir des livres que personne ne lisait, la cire au citron que la femme de ménage passait sur les meubles chaque mardi, et une odeur plus subtile, plus amère, celle d'une trahison qui se préparait. J'étais debout, le dos contre le marbre froid de la cheminée, comme toujours un peu à l'écart, un fantôme dans la maison où j'avais grandi. Eux, ils étaient assis à la grande table en acajou. Ma mère, Béatrice, mon frère, Antoine et ma sœur Sophie. Ils ne me regardaient pas. Ils ne me regardaient jamais vraiment. Ils parlèrent de moi comme si je n'étais pas là, une simple formalité à régler avant le thé. La voix de Béatrice était douce, contrôlée, comme une lame de velours. C'était sa voix de femme d'affaires, celle qu'elle utilisait pour démolir les gens sans jamais hausser le ton. « Éléonore, tu as toujours été… compliquée, égoïste. On ne peut pas, en bonne conscience, t'inclure dans la succession. C'est une question de protéger l'héritage familial. » L'héritage, leur mot préféré, un mot qu'ils utilisaient pour justifier n'importe quelle cruauté. Antoine, l'héritier parfait, a hoché la tête, un air grave sur son visage. Il portait un chandail en cachemire qui devait coûter plus cher que mon loyer d'un mois. Un vrai vautour bien habillé. Sophie, elle, a baissé les yeux vers ses mains parfaitement manucurées. Sa culpabilité était une blessure fraîche, mais pas assez profonde pour qu'elle dise quoi que ce soit. Son silence était sa signature au bas de leur décision. Le notaire de la famille, maître Dubois, un homme gris dans un costume gris, a fait glisser une pile de papier sur la table polie. Le bruit du papier sur le bois a résonné dans le silence. Pour eux, c'était une victoire. La coupure finale, légale, avec la fille problème. La brebis galeuse qui ne rentrait pas dans le moule. Ils pensaient protéger leurs actifs, leur nom, leur façade de famille parfaite. Moi, je voyais ça pour ce que c'était. L'amorce, le début de la fin, la leur. Je les ai regardés signer, page après page. Le grattement de leur stylo Montblanc était le seul son dans la pièce. Un son méthodique, final. Antoine a signé avec un geste large, presque arrogant. Sophie, avec une main tremblante. Béatrice, avec une précision chirurgicale. Son nom, une calligraphie parfaite et froide. Je n'ai rien dit. Pas un mot de protestation. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée là, immobile, à regarder l'encre sécher. Une témoin silencieuse de ma propre exécution. Je savais que mon calme les dérangeait plus que n'importe quelle crise de larmes ou de colère. Ils s'attendaient à un drame, à des cris. Je ne leur ai pas donné cette satisfaction. Ils ne pouvaient pas comprendre que ce n'était pas une exécution. C'était un transfert de pouvoir. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient même pas imaginer dans leur arrogance, c'est que cette pile de documents, ce labyrinthe juridique qu'ils signaient avec tant de soulagement, était un cheval de Troie. Un piège que j'avais monté avec la seule personne dans cette famille qui m'avait jamais vraiment vue. Mon père. Sur son lit de mort, quelques mois auparavant, il m'avait regardé, ses yeux lucides malgré la maladie. Il savait que dès qu'il serait parti, Béatrice et les autres agiraient pour m'exclure. Il connaissait leur cupidité, leur peur panique de perdre le contrôle. Alors, on a utilisé ça contre eux. Les documents qu'ils signaient n'étaient pas une simple renonciation de ma part à l'héritage. C'était bien plus complexe. C'était une fiducie, un montage financier tellement compliqué que même leur propre notaire, choisi pour sa docilité plus que pour sa compétence,
n'y avaient vu que du feu. Chaque signature qu'ils apposaient, pensant me rayer de la carte, activait une clause dormante, une clause déclenchée par leur accord unanime pour la restructuration du patrimoine familial. Et cette clause, rédigée par le meilleur avocat que l'argent de mon père pouvait acheter en secret, transférait le contrôle absolu de chaque actif, chaque action, chaque titre de propriété, y compris ce domaine, cette maison, cette bibliothèque, directement et irrévocablement à moi. Il ne se déshéritait pas de moi. Il s'abdiquait à moi. Quand la dernière signature a été apposée, Béatrice a levé les yeux vers moi, un mince sourire de triomphe sur ses lèvres. « C'est mieux ainsi, Éléonore, pour tout le monde. » J'ai hoché la tête, lentement. « Je sais, maman. C'est mieux ainsi. » Pour la première fois de ma vie, je crois qu'on était d'accord. Mais on ne parlait pas du tout de la même chose. Je suis sortie de la bibliothèque sans un regard en arrière, laissant derrière moi le bruit de leurs soupirs de soulagement. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que s'être débarrassés du poids mort. Ils venaient de me donner les clés du royaume, et ils n'en avaient pas la moindre idée. La partie ne faisait que commencer. La mienne. Avant de devenir l'architecte de leur ruine, j'étais juste une architecte, tout court. Je vivais dans un 3,5 dans Villeray, un quartier de Montréal où les gens ne connaissent pas le nom Charbonneau et s'en foutent pas mal. Mon appartement sentait le café fort le matin et la poussière de crayon à dessin le soir. C'était petit, les planchers craquaient, et l'hiver, les fenêtres laissaient passer un peu trop d'air froid, mais chaque fissure dans le plâtre, chaque égratignure sur le bois, c'était à moi. J'avais gagné ça. Ma vie était faite de lignes droites et d'angles précis, de plans sur du grand papier calque et de visites de chantier où je portais des bottes pleines de boue. J'aimais ça. J'aimais la solidité du béton sous mes doigts, l'odeur du bois fraîchement coupé. Je construisais des choses qui tenaient debout, des choses utiles. Tout le contraire de la famille d'où je venais, qui n'avait jamais rien bâti d'autre qu'une façade fragile. Ma routine était simple, presque monastique. Réveil à 6 heures, un café noir en regardant le soleil se lever sur les ruelles. Puis, des heures à ma table à dessin, perdue dans mes calculs, dans la création d'espace pour que d'autres personnes puissent vivre. Le midi, je mangeais un sandwich au comptoir d'un petit resto du coin, en lisant n'importe quoi sauf les pages financières. Le soir, je rentrais fatiguée, mais c'était une bonne fatigue. Une fatigue honnête. Parfois, j'allais prendre une bière avec mon ancien prof d'université, Robert, un vieil homme qui voyait le monde en structure et en fondation, comme moi. Il était la seule figure paternelle qui me restait, le seul qui me demandait comment allaient mes projets, pas mon portefeuille d'actions. Il ne m'a jamais demandé un sou, jamais jugé mes choix. Il regardait mes plans, hochait la tête et disait parfois « La fondation est solide, Éléonore, le reste va suivre. » Il parlait de mes bâtiments, mais je savais qu'il parlait aussi de moi. La seule chose qui brisait cette routine, c'était eux, ma famille. Leurs appels n'arrivaient jamais au bon moment, toujours quand j'étais au milieu d'un calcul complexe ou en rencontre avec un client. La voix de ma mère au téléphone était comme une brise glaciale. Elle ne demandait jamais comment j'allais. C'était toujours pour me rappeler un événement familial auquel je n'étais pas la bienvenue, mais où mon absence serait remarquée et critiquée. Ou pour me faire un rapport passif-agressif sur les incroyables réussites d'Antoine dans la finance ou le dernier voyage de Sophie en Europe. C'était des petites piques, des rappels constants que j'étais en dehors de leur cercle, que ma vie simple était une source de honte pour eux. Je répondais par des phrases courtes, sans émotion. Je ne leur donnais rien. Ils se nourrissaient du drame, et je les mettais au régime sec. Les signes avant-coureurs de la grande coupure étaient subtils, comme des fissures fines dans un mur porteur. On ne les voit pas tout de suite, mais elles sont là, et elles s'agrandissent. 1 mois avant la rencontre dans la bibliothèque, Antoine m'avait appelé, sa voix faussement amicale, pour me demander des détails sur mes finances personnelles. C'est juste pour les dossiers de la famille, tu sais, pour la planification successorale. Je lui avais donné des chiffres vagues, sachant très bien qu'il cherchait des munitions, des preuves de mon instabilité. 2 semaines plus tard, Sophie m'a envoyé une photo d'eux 3, tout sourire, lors d'un brunch dans un club privé. La légende disait « On pense à toi ». C'était un mensonge tellement flagrant que c'en était presque comique. Ils ne pensaient pas à moi, ils pensaient à ce qu'ils allaient faire de moi. Ils prenaient une photo de famille avant d'en couper un membre. La semaine avant de recevoir la convocation officielle du notaire, il y a eu un silence total. Plus d'appels, plus de messages textes condescendants. Rien. C'était un silence lourd, un silence de préparation.
comme le calme plat avant un ouragan. Assise à ma table à dessin, un soir tard, je regardais les plans d'une maison que je concevais pour un jeune couple. Je traçais les lignes des murs, des fenêtres, des portes. Tout était logique, tout avait sa place. Et j'ai pensé au domaine Charbonneau. Une immense structure pleine de pièces vides, de couloirs froids et de fondations pourries par les secrets et le mépris. Je savais qu'une maison comme ça ne pouvait pas tenir debout éternellement. Quelqu'un devait la démolir pour reconstruire quelque chose de plus sain. Et à ce moment-là, dans le silence de mon petit appartement, j'ai compris que cette personne, ce serait moi. Les 2 semaines qui ont suivi ont été étrangement calmes. Je suis retournée à ma vie, à mes plans, à l'odeur de mon petit appartement. J'essayais de faire comme si de rien n'était, comme si je n'étais pas assise sur une bombe à retardement financier qui allait pulvériser la famille Charbonneau. Je me disais que j'allais les laisser mariner un peu, savourer leur victoire imaginaire. Mais la tranquillité n'a jamais été la spécialité de ma mère. Un mardi soir, alors que je finissais de manger un restant de la veille devant ma table à dessin, on a cogné à ma porte. Des coups secs, impatients. Personne ne cognait jamais à ma porte comme ça. J'ai ouvert, et la dernière personne que je m'attendais à voir se tenait sur mon paillasson usé, Maître Dubois. Il avait l'air aussi déplacé dans mon corridor mal éclairé qu'un pingouin dans le désert. Son costume gris semblait offensé par la poussière ambiante, et son regard balayait mon appartement avec un mépris à peine voilé. Il n'est pas entré. Il est resté sur le seuil, comme s'il avait peur d'attraper ma pauvreté. Sa voix était basse, presque conspiratrice. « Éléonore, votre mère m'envoie. » Bien sûr qu'elle l'envoyait. Béatrice n'allait jamais se salir les mains en venant elle-même dans Villeray. Il a continué en sortant un petit carnet de sa poche. Il y a eu une petite anomalie, un transfert de fonds mineur que personne ne semble pouvoir expliquer. Votre mère est méticuleuse, vous savez. Elle aime que tout soit en ordre. Je sentais mon cœur battre un peu plus vite. L'anomalie, c'était moi. J'avais fait un tout petit test, déplacer une somme ridicule d'un compte à un autre, juste pour vérifier si les leviers que mon père et moi avions mis en place fonctionnaient. Apparemment, oui. Et apparemment, ma mère avait des yeux partout. Son personnage se révélait encore une fois, même dans sa victoire, elle ne pouvait s'empêcher de vérifier chaque recoin, de s'assurer que son contrôle était absolu. C'est là que la première vague d'humiliation m'a frappée. Pas celle, grandiose, de la bibliothèque. Une petite humiliation, plus insidieuse. Maître Dubois a levé les yeux de son carnet et m'a regardée comme si j'étais une enfant un peu simplette. « Écoutez, Éléonore, je sais que ces choses sont complexes. Votre mère craignait que vous n'ayez pas. » Tout à fait saisi la finalité de l'entente. Elle voulait juste s'assurer que vous ne tentiez rien de mal avisé, pour votre propre bien, bien sûr. Pour mon propre bien. Les mêmes mots qu'ils utilisaient depuis 34 ans pour justifier chaque porte qu'ils me fermaient au nez. Il était là, dans mon espace, à me traiter d'idiote, à me menacer subtilement sur ordre de ma mère. Le risque, ce n'était pas qu'il découvre la vérité, il était bien trop peu imaginatif pour ça. Le risque, c'était que je perde mon calme et que je lui rie au visage. J'ai fait ce que j'avais appris à faire toute ma vie. J'ai avalé ma rage. Je l'ai senti descendre dans ma gorge, un caillou brûlant. J'ai gardé mon visage neutre, presque vide. J'ai hoché la tête lentement. Dites à ma mère de ne pas s'inquiéter. J'ai très bien compris. Tout est final. Ma voix était plate, sans émotion. C'était la voix de la fille vaincue, celle qu'ils connaissaient, celle qu'ils attendaient. J'ai joué mon rôle à la perfection. Il a semblé satisfait, soulagé de ne pas avoir à gérer une crise. Il a rangé son carnet, m'a gratifié d'un petit sourire condescendant et a tourné les talons. Je l'ai regardé descendre les escaliers, sa silhouette rigide disparaissant dans la cage d'escalier mal éclairée. J'ai refermé la porte et je me suis appuyée contre, le bois frais contre mon dos. Le calme était parti. L'odeur de son eau de Cologne chère flottait encore dans l'air, une violation de mon sanctuaire. J'avais pensé avoir du temps. J'avais pensé pouvoir choisir mon moment. Je m'étais trompée. Béatrice ne me laisserait jamais en paix, même en pensant m'avoir détruite. Sa paranoïa était un animal affamé qui ne dormait jamais. Elle venait de faire une erreur monumentale. Elle pensait m'envoyer un avertissement. En réalité, elle venait de me donner le signal. La période de grâce était terminée. La tempête que j'avais préparée n'allait plus attendre. Elle allait s'abattre sur eux, maintenant. Le lendemain matin, la rage de la veille s'était transformée en une sorte de calme glacial, une clarté dangereuse. Je savais ce que je devais faire.
Je n'allais pas attendre un autre avertissement. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Maître Gagnon, l'avocat que mon père avait engagé, un homme que ma famille ne connaissait pas, dont le nom n'avait jamais été prononcé dans les murs du domaine. Sa voix était grave et posée. Je lui ai tout raconté, la visite de Dubois, la menace à peine voilée. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis il a dit simplement « Alors on commence. Je prépare les notifications. Ça va prendre 24 heures pour que tout soit enclenché. » 24 heures. Le temps qu'il faudrait pour que leur monde commence à se fissurer. En raccrochant, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. La peur était partie, remplacée par une certitude de fer. J'allais reprendre ce qu'ils m'avaient volé. Non pas l'argent, mais le respect. La paix. J'allais leur montrer ce que c'était, de construire quelque chose de ses propres mains, juste pour le voir démoli. C'est là que mon téléphone a sonné de nouveau. Ce n'était pas Gagnon. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Une voix de femme, paniquée, s'est mise à parler si vite que j'ai eu du mal à la comprendre. C'était Madame Tremblay, la cliente pour qui je construisais une maison à North Hatley. Le projet de mes rêves. Une maison sur le bord d'un lac, tout en verre et en bois, conçue pour un jeune couple qui avait économisé toute sa vie. C'était plus qu'un contrat, c'était ma fierté, la preuve que je pouvais créer de la beauté, loin de l'héritage laid des Charbonneau. Elle pleurait au téléphone. Elle parlait d'inspecteurs, de la ville, d'un ordre d'arrêt des travaux. Elle disait des mots comme « danger structurel » et « fraude ». Des mots qui n'avaient aucun sens. J'avais vérifié chaque plan, supervisé chaque coulée de béton. C'était impossible. J'ai essayé de la rassurer, ma propre voix tremblant un peu, lui promettant que j'arrivais tout de suite. J'ai raccroché, et le calme glacial qui m'habitait s'est brisé. Une vague de froid m'a envahi. Une peur bien plus profonde que celle que Dubois avait pu inspirer. Ce n'était pas ma famille qu'on attaquait. C'était moi. Le trajet jusqu'à North Hatley a été un cauchemar flou. Quand je suis arrivée, le chantier était silencieux. Un silence de mort. Plus de bruit de marteau, plus de scies électriques, plus de cris d'ouvriers. Juste le vent qui sifflait à travers la charpente inachevée. Une grande affiche rouge était clouée sur la clôture du chantier. Ordre d'arrêt immédiat. Danger. J'ai couru à l'intérieur, mon cœur battant dans mes oreilles. Le contremaître, un homme solide que je respectais, était là, le visage gris. Il m'a montré les fondations. Il y avait des fissures fines, mais profondes, qui n'étaient pas là la semaine dernière. Il m'a montré un rapport d'un ingénieur que je n'avais jamais vu de ma vie, un rapport qui parlait de béton de mauvaise qualité, de calcul de charges erronées. C'était un tissu de mensonges, des accusations impossibles. C'était comme regarder quelqu'un décrire une autre maison, un autre projet. Mais c'était mon nom au bas du permis de construire, ma signature. Mon crime. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une simple erreur. C'était une attaque chirurgicale, précise, conçue pour me détruire là où ça faisait le plus mal. Pas dans mon compte en banque, mais dans mon âme d'architecte. J'étais là, debout au milieu des ruines de mon plus beau projet, quand mon téléphone a vibré. C'était un texto d'un numéro inconnu, mais je savais de qui il venait. Il n'y avait qu'une seule phrase. « Papa t'a toujours dit que tu n'étais pas assez solide pour construire quoi que ce soit par toi-même. On dirait qu'il avait raison. » Antoine. Le venin dans ses mots était si pur, si concentré, que j'ai eu l'impression qu'il me brûlait la peau. C'était eux. Béatrice. Elle n'avait pas eu besoin de venir me menacer en personne. Elle avait des gens pour ça. Des ingénieurs corrompus, des inspecteurs sur sa liste de paix. Son pouvoir n'était pas juste dans ses comptes en banque, il était dans les fondations mêmes de cette province. Un réseau d'influence invisible et pourri qui pouvait faire apparaître des fissures dans le béton et des mensonges sur du papier officiel. J'ai laissé tomber mon téléphone dans la poussière du chantier. La maison des Tremblay était finie. Condamnée. Mon nom, ma réputation, la seule chose que j'avais bâtie de mes propres mains, tout ça était en train de s'effondrer avec ces murs. J'étais impuissante. Ils avaient retrouvé mon point faible, ce que j'aimais plus que tout, et ils l'avaient anéanti, sans même se salir les mains. L'humiliation était totale, bien pire que dans la bibliothèque. Là-bas, ils m'avaient enlevé un avenir que je n'avais jamais voulu. Ici, ils venaient de tuer le seul avenir que je m'étais choisi. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas la tristesse, pas la peur. C'était autre chose. C'était la dernière once de pitié que je pouvais avoir pour eux, la dernière hésitation.
Ils pensèrent m'avoir appris une leçon. Ils avaient raison. Ils venaient de m'apprendre qu'il n'y avait aucune limite à leur cruauté. Et ils allèrent découvrir qu'il n'y en avait plus aucune à la mienne non plus. Mon téléphone a vibré de nouveau. C'était Maître Gagnon. J'ai regardé l'écran, le nom brillant dans la pénombre du chantier dévasté. J'ai décroché. Ma voix n'était plus qu'un murmure froid et sans vie. Lancez tout. Maintenant. Les jours qui ont suivi ont été un long couloir noir sans fenêtre ni porte. Le monde extérieur s'est estompé, remplacé par une cacophonie silencieuse dans ma tête. Les notifications de Maître Gagnon, confirmant que les actifs des Charbonneaux étaient maintenant gelés et sous mon contrôle, arrivaient sur mon téléphone comme des messages d'un autre univers. Il n'y avait aucune satisfaction, aucune lueur de victoire. Juste un vide immense. Je me souviens être resté sur le chantier de North Hatley pendant des heures après mon appel, jusqu'à ce que le soleil se couche derrière les arbres et que le froid de la nuit s'infiltre dans mes os. Le vent faisait gémir la charpente de bois inachevé, un son de deuil. Je regardais les fissures dans le béton, des cicatrices laides sur le visage de mon rêve. Ce n'était pas seulement du ciment brisé, c'était la vie des Tremblay, leur confiance, leurs économies. C'était ma parole, mon nom, ma seule fierté. Tout ça, réduit en poussière pour un jeu de pouvoir cruel. La ruine professionnelle a été rapide et brutale, comme une démolition contrôlée. La nouvelle s'est répandue à la vitesse de l'éclair dans le petit monde de l'architecture montréalaise. Mon téléphone a d'abord sonné sans arrêt. C'était un de mes autres clients. Leur voix était un mélange de pitié et de peur. Les contrats ont été annulés les uns après les autres, avec des excuses polies qui ne cachaient pas le verdict. J'étais devenue radioactive. Puis, le téléphone a cessé de sonner. Le silence était encore pire. Une lettre officielle est arrivée de l'Ordre des architectes du Québec, m'informant qu'une enquête était ouverte et que ma licence était suspendue à titre préventif. Suspendue. Le mot flottait devant mes yeux. Sans ma licence, je n'étais plus rien. Juste une femme avec des crayons et des idées inutiles. Mon petit bureau, la seule chose que j'avais bâtie de mes propres mains, était mort. Je me suis enfermée dans mon appartement. Il n'était plus mon refuge, c'était ma tombe. L'odeur de café et de papier ne me réconfortait plus. Elle me donnait la nausée. Je passais mes journées assise dans le noir, à fixer les plans sur ma table à dessin. Les lignes droites et les angles parfaits me narguaient. Je n'arrivais plus à manger. La nourriture avait un goût de cendre. Je ne dormais plus, hantée par le visage en larmes de Madame Tremblay et le ricanement silencieux derrière le texto d'Antoine. Papa t'a toujours dit que tu n'étais pas assez solide. Ils avaient pris la seule chose pure que j'avais de mon père, son encouragement, et l'avaient tordu en une arme pour me poignarder. Chaque coin de mon appartement me rappelait mon échec. J'étais exactement ce qu'ils avaient toujours dit que j'étais. Instable, incapable, une erreur. Le coup de grâce est arrivé une semaine plus tard, sous la forme d'une enveloppe recommandée. Ce n'était pas de ma famille. C'était d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. À l'intérieur, une mise en demeure. Les Tremblay me poursuivaient. Pour négligence grave, pour fraude, pour la perte de toutes leurs économies. Je ne pouvais pas leur en vouloir. Qu'auraient-ils pu faire d'autre? Mais en lisant les termes juridiques froids, j'ai senti le dernier morceau de sol sous mes pieds s'effriter. J'étais seule, sans carrière, bientôt sans argent, et maintenant, j'étais l'ennemi des seules personnes dont j'avais vraiment voulu le bien. Ils m'avaient tout pris. Pas seulement l'argent ou le statut, mais le sens même de qui j'étais. J'étais une architecte qui ne pouvait plus construire. Une femme dont le seul but avait été de créer des foyers pour les autres et qui avait fini par détruire celui d'un jeune couple innocent. L'impuissance était un poison qui paralysait chaque muscle de mon corps. C'est cette nuit-là, assise par terre dans mon salon obscur, la vie de poursuite froissée dans ma main, que quelque chose a changé. La douleur était si intense qu'elle a fini par brûler tout le reste. La tristesse, le désespoir, la peur. Tout a été consumé, ne laissant derrière qu'une chose, dure et froide comme l'acier. Une certitude. Ce qu'ils avaient en fait, ce n'était pas juste une attaque contre moi. C'était une attaque contre l'idée même qu'on pouvait construire quelque chose d'honnête dans ce monde. Ils avaient utilisé des innocents comme des pions, ruiné leur vie sans une seconde d'hésitation, juste pour prouver que j'étais une moins que rien. Ils ne m'avaient pas seulement humiliée, ils m'avaient montré leur vraie nature. Des démolisseurs qui se cachaient derrière des façades de bâtisseurs. Et là, dans le silence de mon échec total,
j'ai su que quelqu'un allait devoir payer pour ça. Pour chaque fissure dans ce béton, pour chaque larme des Tremblay, pour chaque rêve qu'ils avaient brisé. Et cette personne, ce ne serait pas moi. Je suis restée sur le plancher froid pendant des heures, je crois. La lettre des Tremblay était une boule de papier humide dans ma main. Le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait que le bois dur sous mes os, l'odeur de poussière de mon appartement et le poids de mon échec qui m'écrasait la poitrine, me coupant le souffle. Chaque parcelle de moi voulait juste rester là, me dissoudre dans l'ombre et disparaître. Mais une pensée, petite et laide, a commencé à germer dans ce vide. Ils avaient gagné. Ils étaient probablement en train de boire du champagne dans la bibliothèque, en riant de la facilité avec laquelle ils m'avaient brisé. L'image était si claire, si insupportable, qu'elle a agi comme un choc électrique. Lentement, en m'appuyant sur ma table à dessin, j'ai réussi à me mettre à genoux, puis debout. Mes jambes tremblaient, mais elles tenaient. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre noire de la nuit. J'avais l'air d'un fantôme. Mais pour la première fois depuis des jours, il y avait quelque chose dans mes yeux. Ce n'était plus du désespoir, c'était du feu. La haine est une émotion chaotique, un incendie qui dévore tout sans discernement. Je ne pouvais pas me permettre ça. Je suis une architecte. Je ne détruis pas au hasard, je planifie. Je calcule. Je trouve les points de tension, les faiblesses structurelles, et j'applique la pression exactement là où il faut pour que tout s'effondre. Cette nuit-là, j'ai allumé la petite lampe de ma table à dessin. J'ai pris une grande feuille blanche, la même que j'utilisais pour dessiner des maisons pleines de lumière. J'ai commencé à tracer des lignes, non pas des murs, mais des liens. Au centre, j'ai écrit « Béatrice ». Autour des cercles « Antoine »,« Sophie »,« Maître du bois ». J'ai tiré des flèches, des connexions. Argent, influence, secret. L'ingénieur qui avait signé le faux rapport. L'inspecteur municipal. Mon chagrin ne s'était pas évaporé, il s'était simplement solidifié, transformé en un outil. Ma table à dessin n'était plus un mémorial à ma carrière perdue. C'était devenu une salle de guerre. Le lendemain, j'ai appelé Maître Gagnon. Ma voix était calme, précise. Je ne lui ai pas parlé de mon état, seulement de ce dont j'avais besoin. Un accès complet et discret à tous les serveurs, tous les comptes, toutes les communications de la fiducie Charbonneau. Il a hésité une seconde, puis a dû entendre quelque chose dans ma voix qui ne laissait pas de place à la discussion. En quelques heures, j'avais les clés numériques de leur royaume. Je me suis plongée dans des décennies de transactions financières, de courriels cryptiques et de pièces jointes protégées par mots de passe. C'était comme déchiffrer les plans d'un bâtiment incroyablement complexe et pourri de l'intérieur. Je cherchais une chose, le paiement. Le virement bancaire qui relierait ma mère ou mon frère à l'ingénieur véreux. Je passais des nuits blanches, les yeux brûlants devant l'écran, alimentés par du café noir et une rage froide qui ne me quittait plus. Je traquais leur argent comme un prédateur traque une piste de sang. Puis, je l'ai trouvé. Mais ce n'était pas ce que je cherchais. C'était bien pire et bien mieux pour moi. Enterré dans un sous-dossier sur un serveur privé d'Antoine, un dossier simplement nommé « nettoyage ». Il n'y avait pas une seule transaction, mais des dizaines. Des paiements réguliers, depuis des années, à une firme de consultation en gestion de risque. En creusant plus loin, j'ai compris. Ils n'avaient pas inventé cette stratégie pour moi. C'était leur mode de fonctionnement. Le dossier contenait des rapports sur des petites entreprises qu'ils avaient acculées à la faillite avec de fausses poursuites, des concurrents qu'ils avaient éliminés en sabotant leurs projets, des familles qu'ils avaient ruinées pour racheter leurs terres à bas prix. Mon cas n'était pas spécial. J'étais juste la dernière sur leur liste. Ils n'étaient pas seulement cruels. Ils étaient des prédateurs en série, et ils avaient gardé les reçus. En regardant cette liste de victimes, les noms, les dates, les vies brisées, tout a changé. Ma vengeance n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait aux Tremblay. Elle appartenait à chaque nom dans ce dossier. Ils pensaient m'avoir isolée, mais ils venaient de me donner une armée de fantômes. J'ai imprimé chaque rapport, chaque preuve de paiement. La pile de papier grandissait sur mon plancher. La fondation d'un nouveau projet. Ce n'était plus un projet de démolition. C'était un projet de justice. J'ai regardé la carte que j'avais dessinée sur ma table. Elle était incomplète. Il manquait des noms, des visages. J'allais les trouver. J'allais leur montrer ce que c'était. De voir tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on aime, être réduit en poussière par quelqu'un qui se cache dans l'ombre. Le jeu venait de changer. Je n'étais plus la victime.
J'étais l'architecte de leur fin, et j'allais construire leur ruine brique par brique, avec une précision qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ma peine n'était plus une inondation qui menaçait de tout emporter. Elle s'était retirée, laissant derrière elle un sol dur et froid, parfait pour construire. Mon petit appartement de Villeray, qui avait été ma prison, est devenu mon quartier général. Les plans de la maison des Tremblay étaient toujours sur ma table à dessin, mais je les avais recouverts d'une immense feuille blanche. Sur cette feuille, je n'ai pas dessiné une maison, mais une toile d'araignée. Au centre, le domaine Charbonneau. Chaque fil était une connexion, une dépendance, une dette. J'ai passé des jours et des nuits à tracer les lignes de leur empire, en utilisant les fichiers du dossier nettoyage comme guide. Je n'étais plus une architecte de structure, j'étais une architecte de la chute. Je savais que pour faire tomber un édifice, il ne fallait pas le frapper de front. Il fallait trouver la poutre maîtresse, la plus fragile, et la scier en silence. Dans la structure de ma famille, cette poutre avait un nom, Sophie. Mon plan était simple, mais il exigeait que je fasse une chose que je détestais plus que tout, jouer leur jeu. Je devais me réinsérer dans leur monde, ne serait-ce que pour un instant. J'ai utilisé une partie des fonds maintenant sous mon contrôle pour me transformer. J'ai remplacé mes jeans usés et mes chandails pratiques par une robe sobre mais dispendieuse, des souliers qui faisaient un petit bruit sec et confiant sur le pavé. J'ai fait couper mes cheveux dans un de ces salons où on vous offre du mousseux. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai eu du mal à me reconnaître. La femme qui me fixait avait l'air d'une Charbonneau. Elle avait l'air de quelqu'un qui appartenait à ce monde de surface lisse et de sourire vide. C'était mon camouflage. Armée de cette nouvelle façade, je me suis rendue à Outremont, dans un petit café chic où je savais que Sophie allait prendre son thé l'après-midi. L'air à l'intérieur sentait le thé Earl Grey et l'argent. J'ai attendu, le cœur battant d'un rythme lent et lourd, une tasse de café que je ne touchais pas se refroidissant devant moi. Elle est arrivée, ponctuelle comme toujours. Elle était l'image même de la perfection tragique. Un manteau impeccable, un maquillage discret pour cacher des yeux cernés. Elle ne m'a pas vue tout de suite. Je l'ai laissée s'installer, commander. Puis je me suis levée et je me suis approchée de sa table. « Sophie ?» Son sursaut a été presque imperceptible, un léger tressaillement de ses épaules. Quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai vu un éclair de peur, suivi immédiatement par une vague de culpabilité. C'était exactement ce que j'espérais. Je n'ai pas été agressive. Je n'ai pas été accusatrice. J'ai joué le rôle de la sœur brisée, mais résignée. Ma voix était douce, presque un murmure. Je ne veux pas te déranger. Je voulais juste voir comment tu allais. C'était un mensonge, bien sûr. Mais un mensonge enveloppé dans une vérité si plausible qu'elle l'a avalé tout rond. Je me suis assise, et pendant 1 heure, je l'ai laissée parler. J'étais un mur, un miroir. Elle a parlé de l'attention à la maison, de la colère froide de Béatrice, de l'arrogance insupportable d'Antoine depuis leur victoire. Elle pleurait presque, se plaignant de la pression, du silence. Elle me disait à quel point c'était difficile pour elle. Pour elle. J'écoutais, hochant la tête, offrant des mots de sympathie vides. C'était écœurant, mais nécessaire. Je la guidais doucement, posant des questions innocentes sur les finances, sur les nouvelles mesures que leur mère avait mises en place pour protéger la famille. Et c'est là qu'elle a lâché la bombe, la complication que je n'avais pas prévue. « Maman est devenue complètement paranoïaque », a-t-elle murmuré en se penchant par-dessus la table. Elle a engagé une firme de cybersécurité de Toronto. Ils font un audit complet de tous nos serveurs, de toutes nos communications. Elle a été convaincue que quelqu'un essaie de nous voler de l'intérieur. Mon sang s'est glacé. Un audit. Maintenant. Au moment précis où elle disait ces mots, mon téléphone, posé face contre table, a vibré une seule fois. Une vibration courte et urgente. C'était le signal d'alerte que j'avais convenu avec Maître Gagnon. Ça ne voulait dire qu'une chose. Ils avaient détecté une intrusion. Mon intrusion. La panique a menacé de monter dans ma gorge. Une bile acide. Je devais partir, me déconnecter, effacer mes traces immédiatement. J'ai gardé mon visage aussi calme que possible, mais mon corps me trahissait. Mes mains, qui avaient été si stables, se sont mises à trembler légèrement. Je me suis levée brusquement, faisant grincer ma chaise sur le plancher. Je dois y aller. Sophie m'a regardée, son expression passant de la confidence larmoyante à la confusion, puis à la suspicion. Le changement soudain dans mon attitude était trop flagrant. « Éléonore? Attends, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? »
J'ai jeté quelques billets sur la table sans même compter. Ma voix un peu trop forte. Oui, tout va bien. C'était bien de te voir. Je lui ai tourné le dos et j'ai marché vers la sortie, sentant son regard perçant planté dans mon dos. La petite cloche au-dessus de la porte a tinté quand je suis sortie dans l'air froid de la rue, un son strident comme une sirène d'alarme dans ma tête. J'avais eu ce que je voulais, la confirmation de leur paranoïa, mais j'avais peut-être tout gâché. J'avais laissé derrière moi non seulement une sœur coupable, mais une sœur méfiante. Et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait de l'autre côté de mon écran d'ordinateur. Le tintement de la cloche de la porte du café a résonné dans ma tête comme une alarme incendie pendant tout le trajet du retour. J'ai couru dans les rues froides d'Outremont, mes poumons en feu, l'image du visage suspicieux de Sophie gravée derrière mes paupières. Chaque passant me semblait être un espion, chaque voiture qui ralentissait une menace. Le trajet en métro jusqu'à Villeray a été une torture, une boîte de métal suffocante remplie de visages indifférents, alors que mon monde était sur le point d'imploser. J'ai monté les escaliers de mon immeuble 4 à 4, mes clés tremblant si fort que j'ai eu du mal à trouver la serrure. La seconde où j'ai claqué la porte derrière moi, j'ai su que je n'étais plus la chasseresse. J'étais la proie. Mon appartement n'était plus un refuge, c'était le cockpit d'un avion en piqué. J'ai sauté sur mon ordinateur, mes doigts glissant sur le clavier. L'alerte de Maître Gagnon était laconique. Ils sont là. Déconnectez tout. Trop tard. Je le sentais. C'était comme sentir une présence dans une pièce vide. Ils étaient dans mes fichiers, des fantômes numériques fouillant dans mes traces, suivant le fil d'Ariane que j'avais laissé en pensant être plus intelligente qu'eux. La panique a été une vague glaciale, mais juste derrière, il y avait autre chose. La rage. La rage de m'être fait prendre, d'avoir sous-estimé la paranoïa de ma mère. Je n'ai pas fui. Je me suis battue. J'ai passé l'heure suivante dans une sorte de transe fiévreuse, effaçant des logs, activant des protocoles de suppression que Gagnon et moi avions préparés pour le pire des cas. C'était une course contre des ombres, une bataille silencieuse menée à coups de lignes de code et de clics de souris. Mais je ne pouvais pas partir sans leur laisser un cadeau d'adieu. Avant de couper le dernier pont, d'effacer ma dernière trace, j'ai ouvert une dernière fenêtre. J'ai utilisé les informations du dossier « nettoyage ». Pas les grosses affaires, pas encore. Juste un petit détail, une transaction en apparence anodine qu'Antoine avait faite il y a 2 ans. Un investissement personnel dans une compagnie minière junior juste avant qu'elle ne soit rachetée par un de ses propres clients. Un délit d'initié de manuel, mais si petit et si bien caché qu'il se croyait à l'abri. J'ai rédigé un courriel anonyme, bref et factuel, et je l'ai envoyé directement au responsable de la conformité de la firme d'investissement où il travaillait. Je n'ai pas seulement fermé la porte derrière moi, je l'ai piégé. Puis, j'ai tout débranché, arrachant les câbles du mur. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pendant 2 jours, il ne s'est rien passé. J'étais un animal terré dans son terrier, sursautant au moindre bruit dans le couloir, mon téléphone éteint, coupé du monde. L'incertitude était un poison lent. Avais-je réussi? M'avait-il identifié? La réponse est arrivée le 3e jour, mais pas de la façon que j'attendais. Mon téléphone de porte a sonné, un bruit strident qui a fait sursauter mon cœur. Ce n'était pas la police. C'était Robert, mon ancien professeur. Je l'ai fait monter, et la seconde où j'ai vu son visage, j'ai su. Il était pâle. Ses yeux habituellement vifs étaient remplis d'une confusion blessée. Il tenait une lettre de l'université. Une plainte anonyme avait été déposée contre lui. Des accusations vagues mais destructrices de favoritisme et de harcèlement moral. Des mensonges cousus de fil blanc, mais assez pour déclencher une enquête qui pourrait ruiner sa carrière à quelques années de la retraite. Je n'ai pas eu besoin de demander. Je savais. Béatrice n'avait pas riposté en m'attaquant moi. C'était trop direct, trop simple pour elle. Elle avait trouvé le seul pilier qui me soutenait encore en dehors de ses murs, la seule figure paternelle que j'avais, et elle l'avait attaqué avec une violence froide et calculée. Le poids de ce que je venais de déclencher m'a frappé avec la force d'un coup de poing. J'ai dû m'asseoir. Robert, cet homme bon et intègre, payait le prix de ma guerre. Le sang a quitté mon visage, et pour la première fois, j'ai failli abandonner. Le dilemme moral était une lame dans mes entrailles. Pour me venger, j'étais devenue comme eux, prête à sacrifier des innocents sur l'autel de ma propre justice. J'ai regardé Robert, qui essayait de me rassurer en me disant que ce n'était qu'un malentendu, et j'ai vu le visage des Tremblay. J'ai vu toutes les victimes anonymes du dossier nettoyage.
Leur vie brisée n'était pas des dommages collatéraux pour ma famille. C'était le but de leur jeu. Et à ce moment-là, le doute s'est brisé, remplacé par une certitude dure comme le diamant. Je n'avais pas commencé cette guerre, mais j'allais la finir. Ils avaient prouvé qu'il n'y avait aucune ligne qu'ils ne franchiraient pas, aucune personne qu'ils n'écraseraient pas. Leur cruauté n'avait pas de limite. La mienne non plus, désormais. Après le départ de Robert, je suis retournée à ma table à dessin. J'ai rallumé la petite lampe qui a jeté une lumière crue sur ma toile d'araignée de connexion et de faiblesse. L'attaque contre Antoine n'était qu'une escarmouche. La riposte contre Robert était une déclaration de guerre totale. Très bien. Ils voulaient la guerre, ils allaient l'avoir, mais plus dans l'ombre, plus à travers des écrans d'ordinateur. Mon plan initial était de les démanteler financièrement, de loin. C'était trop propre, trop impersonnel. Ils devaient me voir. Ils devaient sentir leur monde s'effondrer, pas à cause de chiffres sur un relevé bancaire, mais à cause de la fille qu'ils avaient jetée dehors. J'ai pris un crayon rouge et j'ai tracé un cercle autour du centre de la toile. Le domaine Charbonneau. La prochaine bataille ne se déroulerait pas sur leur serveur. Elle se déroulerait dans leur maison. Leur forteresse allait devenir leur tombeau, et j'allais en être l'architecte. Je suis retournée au domaine Charbonneau un jeudi après-midi. Le ciel était bas et gris, la couleur de la vieille pierre. Je n'ai pas attendu qu'on m'ouvre. J'ai utilisé ma propre clé pour la grande porte d'entrée en chêne, une clé que Maître Gagnon m'avait fait faire. Le bruit de la serrure qui tourne a résonné dans le grand hall silencieux. Ils étaient là, dans la bibliothèque, comme je le savais. Ils m'attendaient. Ce n'était plus une réunion de famille. C'était une confrontation. L'air sentait la même chose. Le cuir, la cire, la peur. Mais cette fois, la peur n'était pas la mienne. Béatrice était assise droite dans le même fauteuil, mais son dos n'était plus rigide de contrôle. Il était rigide de tension. Antoine se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, essayant d'avoir l'air menaçant, mais il ressemblait juste à un garçon qui avait peur du noir. Sophie était recroquevillée sur le divan, son visage bouffi par les larmes. Personne n'a parlé quand je suis entrée. Le seul son était le bruit de mes talons sur le plancher de bois franc, un bruit sec et final à chaque pas. Je me suis arrêtée au centre de la pièce, l'endroit exact où il m'avait déshéritée. J'ai posé mon sac sur la grande table en acajou. Le silence s'est étiré, lourd et suffocant. C'est Béatrice qui l'a brisé, sa voix un sifflement venimeux. « Tu as fini de jouer, Éléonore? Tu as eu ce que tu voulais? Tu nous as humiliés. Maintenant, rends-nous ce qui nous appartient. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois sans la peur d'une enfant. J'ai vu une femme terrifiée, pas une reine. Ce que vous voulez dire, c'est « rends-nous ce que vous avez volé aux autres ». Antoine a fait un pas en avant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Oh, mais je savais. J'ai sorti la liasse de papier de mon sac, le dossier nettoyage. Je l'ai laissé tomber sur la table. Le bruit a été lourd, sourd. La famille Tremblay? Monsieur Robert? La petite fonderie de Thetford Mines que vous avez acculée à la faillite en 2012? La liste est longue. Vous pensiez que j'étais le problème? Non, j'étais juste la seule assez proche pour voir la pourriture sous le plancher. Le visage de Sophie s'est décomposé en voyant les papiers. Antoine est devenu blême. Mais Béatrice, elle, a tenu bon. Ses yeux lancèrent des éclairs. Ce sont des affaires. C'est comme ça qu'on protège un héritage. Quelque chose qu'une petite idiote sentimentale comme toi ne pourra jamais comprendre. C'était là, sa justification finale. L'héritage. Le grand et noble héritage Charbonneau qui justifiait toutes les cruautés. C'était le moment pour lequel j'avais tout planifié. J'ai replongé la main dans mon sac. Tu as raison, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que tu protégeais vraiment. Mais papa, lui, il a fini par comprendre. J'ai sorti une seule enveloppe jaunie par le temps. Ce n'était pas un document légal. C'était une lettre, écrite d'une main tremblante. La main de mon père, dans ses derniers jours. Je l'ai posée doucement sur la pile de leurs crimes. Le silence est revenu, mais il était différent. Il était rempli d'une nouvelle sorte de peur. Une peur plus profonde que la perte d'argent. Béatrice a fixé l'enveloppe comme si c'était un serpent. « Qu'est-ce que c'est » Sa voix était à peine un murmure. « C'est la vérité », j'ai répondu doucement. « La fondation sur laquelle tout cet héritage est bâti. Papa me l'a laissé. Il m'a dit de ne l'utiliser que si tu allais trop loin. Félicitations, maman. Tu as dépassé toutes ses attentes. » Antoine s'est approché de la table, mais je l'ai arrêté d'un regard. « Ne touche pas à ça. C'est pour elle. »
La main de Béatrice tremblait tellement qu'elle a eu du mal à saisir l'enveloppe. Elle l'a ouverte, ses doigts déchirant maladroitement le papier. Elle a sorti la seule feuille à l'intérieur et a commencé à lire. J'ai observé son visage. J'ai regardé des décennies de mensonges s'effondrer en quelques secondes. La lettre n'était pas longue. Elle parlait de la mort du grand-père Charbonneau, le fondateur de l'Empire. Officiellement, un accident de chasse. La vérité, écrite de la main de son propre fils, était plus simple et plus laide. Ce n'était pas un accident. Et ce n'était pas le grand-père qui tenait le fusil. C'était Béatrice, alors une jeune femme avide et impatiente d'hériter. Mon père, son mari, avait passé toute sa vie à couvrir son crime, à construire un empire sur la base de ce secret pourri, espérant que la richesse et le temps laveraient le sang. Mais ça n'avait fait que la transformer en monstre, prête à tout pour protéger la façade, pour écraser quiconque menaçait de voir la vérité, y compris sa propre fille. Le masque de Béatrice n'a pas seulement craqué, il s'est désintégré. La femme impeccable, la matriarche de fer, a disparu, remplacée par quelque chose de petit, de vieux et de terrifié. Elle a laissé tomber la lettre sur la table. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle a juste émis un son, un petit gémissement cassé, le son d'une structure qui s'effondre de l'intérieur. Antoine a ramassé la lettre, l'a lue par-dessus l'épaule de Sophie. J'ai vu la compréhension et l'horreur naître dans leurs yeux. Ils ne regardèrent plus leur mère. Ils regardaient une meurtrière. Tout leur monde, leur nom, leur fierté, tout était basé sur un meurtre sordide. Leur héritage n'était pas un trésor. C'était une scène de crime. J'ai reculé lentement de la table. Ma vengeance était complète. Je ne leur avais pas seulement pris leur argent. Je leur avais pris leur histoire, leur identité, leur seule justification. Je les ai laissés là, 3 étrangers dans une pièce remplie de livres qu'ils n'avaient jamais lus, unis non plus par le sang ou l'argent, mais par un secret hideux. J'ai repris les papiers du dossier nettoyage, mais j'ai laissé la lettre de mon père sur la table, au milieu des ruines de leur vie. C'était leur héritage. Maintenant. Le seul qui leur restait. Je suis sortie de la bibliothèque et j'ai refermé les lourdes portes derrière moi. Le clic du loquet a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. En traversant le grand hall, je n'ai pas regardé en arrière. L'air à l'extérieur était froid et vif, et pour la première fois depuis des mois, il m'a semblé propre. Je savais que la reconstruction serait longue. Pour les Tremblay, pour Robert, pour moi. Mais en m'éloignant du domaine Charbonneau, je ne sentais pas le poids de la destruction. Je sentais la légèreté d'un terrain enfin déblayé, prêt pour une nouvelle fondation. Une fondation qui, cette fois, serait solide, et elle serait à moi. J'ai gagné. C'est le mot qui devrait résonner dans ma tête? Non. Victoire. Justice. Mais il n'y a rien. Juste un silence immense, plus lourd que celui de la bibliothèque avant la tempête. La haine, la rage, la peine, c'était un moteur bruyant qui me faisait avancer, qui donnait un sens à mes journées sans sommeil et à mes nuits sans rêve. Maintenant que le moteur est éteint, le silence est assourdissant. Je suis debout sur le terrain que j'ai moi-même déblayé, et je me rends compte que je n'ai aucun plan pour reconstruire. J'ai passé des mois à dessiner les plans de leur destruction avec une précision chirurgicale, mais j'ai oublié de dessiner les miens. Ce que je ressens, ce n'est pas la satisfaction d'un architecte devant son œuvre achevée. C'est le vide d'un démolisseur qui contemple un champ de ruines. Le prix de cette victoire, je commence à peine à le calculer. Il y a les Tremblay, à qui je peux maintenant signer un chèque qui couvrira bien plus que leurs pertes. Mais l'argent ne reconstruit pas la confiance. Il ne répare pas un rêve brisé. Il y a Robert, dont le nom a été traîné dans la boue. Je peux financer les meilleurs avocats pour le laver de tout soupçon, mais je ne peux pas effacer les regards méfiants de ses collègues, le doute qui s'est insinué dans sa vie. Eux, c'étaient les dommages collatéraux, les fondations saines que j'ai dû fissurer pour atteindre la pourriture. Je me suis dit que c'était nécessaire, que c'était le seul moyen. J'ai utilisé le feu pour combattre le feu. Et maintenant, tout mon monde sent la fumée. Je suis devenue une experte dans leur méthode, et ça me dégoûte plus que tout ce qu'ils m'ont fait subir. Et puis, il y a moi. Qu'est-ce qu'il reste de l'architecte qui voulait bâtir des foyers? Mes mains, qui savaient tracer des lignes de lumière et d'espoir sur du papier, ne savent plus que calculer des points de rupture. La famille que j'avais est morte, et c'est moi qui ai signé l'acte de décès. Je ne les regrette pas, mais je regrette la petite fille en moi qui a espéré un jour être aimée par eux. Cette petite fille est enterrée sous les décombres du domaine Charbonneau. Je suis seule maintenant. Complètement. Je suis propriétaire d'un empire financier, d'un nom que j'ai vidé de son pouvoir.
mais je n'ai plus de chez moi. J'ai gagné la guerre, mais j'ai oublié de planifier ce qui venait après la paix. Et je me retrouve ici, dans le silence, propriétaire d'un immense terrain vague, le plus grand et le plus vide étant à l'intérieur de moi. Je suis revenu dans mon appartement de Villeray. C'est étrangement silencieux. Sur l'écran de l'ordinateur, une série de chiffres avec beaucoup de zéros confirme que je possède absolument tout ce qui portait le nom Charbonneau. Une victoire totale, sur papier. Mais en regardant autour de moi, dans ce petit logement qui sent encore le café et la poussière de crayon, je ne ressens rien. Pas de triomphe, pas de soulagement. Juste le poids de ce silence. Un silence qui a une texture, une odeur. Ça sent la poussière froide d'un bâtiment qui vient de s'écrouler. Le plan a toujours été de démolir pour reconstruire. C'est ce que je me disais, les nuits où je ne dormais pas, les yeux fixés sur les plans de leur chute. Je me disais que c'était une nécessité chirurgicale, qu'il fallait enlever la pourriture pour que quelque chose de sain puisse enfin pousser. C'était le mensonge d'une architecte, une façon de transformer la haine en un projet avec des étapes logiques, une fondation, des murs, un toit. Mais la vérité, c'est qu'on ne passe pas des mois à vivre et à respirer la destruction sans que ça ne vous change de l'intérieur. On apprend à voir les failles dans tout, à calculer les points de rupture, et on oublie comment on dessine une fenêtre pour faire entrer la lumière. J'ai gagné. Je suis seule, avec des moyens illimités, sur un terrain parfaitement déblayé. Je peux construire n'importe quoi maintenant. Une maison, une nouvelle vie, n'importe quoi. Mais quand je prends un crayon et que je me place devant une feuille blanche, mes mains ne savent plus tracer qu'un seul plan. Mon chef-d'œuvre n'est pas la maison que je vais bâtir. C'est le champ de ruines que je viens de laisser derrière moi.